Très heureux de vous retrouver au Quai des Savoirs pour cette première séquence de l'après-midi dans le cadre de cette 12e édition de Futurapolis Planète. Je rappelle que cette édition a été conçue autour de cette agora et que vous pourrez poser toutes vos questions en allant sur menti.com et en entrant le code 5602 3504. En n'oubliant pas d'indiquer votre numéro de siège et votre prénom si vous souhaitez vous exprimer et poser votre question devant tout le monde. Sinon, vous pouvez rester anonyme et c'est moi qui poserai votre question. On va se poser à nouveau une autre question fondamentale, entreprise, politique, scientifique, citoyen, pour une Terre habitable, qui doit passer à l'action? Alors que la planète se réchauffe, que le climat et les écosystèmes se détraquent, une part de plus en plus importante de la population urge les décideurs politiques de prendre des décisions contraignantes afin de pousser les acteurs économiques à entamer une véritable transformation. Transport, agriculture, énergie, dans l'ensemble des domaines économiques, l'heure est à l'urgence, comme les rappellent les scientifiques de manière engagée. Dans un domaine où la conflictualité est réelle, comment faire bouger les lignes? On en parle tout de suite avec Pauline Boyer, Sylvain Cupel, François Chollet, Rémi Roux, et c'est Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe du Point, qui sera notre modératrice. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, bonjour à tous les quatre. Merci d'être présents pour discuter de ce passionnant débat. Ma première question s'adresse à chacun d'entre vous. Je vous propose de démarrer par Pauline et peu à peu de revenir vers moi. Y a-t-il encore aujourd'hui des forces, finalement, des personnes, des groupes de personnes qui résistent, qui ne comprennent pas et qui a des impératifs climatiques? Pauline? Alors oui, malheureusement, puisque aujourd'hui, le monde est sur une trajectoire d'augmentation de la température de la Terre de 3,5 degrés d'ici à la fin du siècle, ce qui est une catastrophe et on va entraîner des tragédies humaines et avec des zones du globe qui vont devenir désertiques et plus habitables. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est donc, vous savez que la COP 28 s'est ouverte il y a 2 jours. Et le nombre de lobbies qui sont présents à la COP 28 et dans toutes les précédentes COP, lobby des énergies fossiles, montre que dans un espace où il y a des négociations dont l'objectif c'est de sortir des énergies fossiles, parce que c'est de ça qu'on parle pour réduire au maximum l'augmentation de la température de la Terre, eh bien les lobbies sont présents à l'intérieur. Si je prends l'exemple de la COP27, il y avait 636 lobbyistes des industries fossiles dans les négociations, dont 200 étaient venus avec des délégations de pays, sachant, pour vous donner une idée, que l'Érythrée, le pays, a droit à 2 délégués et l'île Maurice a 7 délégués. Aujourd'hui, cette année, Total Energy a annoncé une augmentation de sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% au cours des 5 prochaines années. Et Shell et BP ont annoncé qu'ils ne tiendraient pas leurs objectifs climatiques. Donc ça, ce sont des exemples d'industries qui publiquement assument que de toute façon, elles ne feront pas l'effort et en plus sont présentes et influencent des négociations internationales qui ont pour objectif l'inverse de leurs propres intérêts. Et le deuxième exemple que je donnerais, qui là est un peu différent, c'est donc il y a quelques années, on a eu une convention citoyenne pour le climat qui a réuni 150 citoyens et citoyennes qui pendant 9 mois ont travaillé à comment est-ce qu'on peut faire pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Bon, déjà, les objectifs ont déjà augmenté, mais ils ont abouti à 149 propositions qui devaient être reprises sans filtre par le président de la République Emmanuel Macron. Il en a repris 3. Et ces propositions étaient des propositions qui traçaient la voie du changement structurel dont notre société a besoin pour faire face à l'urgence climatique. Et le gouvernement, Emmanuel Macron, ne les a pas retenues. Donc, à l'intérieur même de notre gouvernement aujourd'hui, il y a des obstacles à une transition énergétique, écologique et sociale juste. Sylvain, vous êtes d'accord avec Pauline ?
Oui, je suis dans les grandes lignes très d'accord avec ce que Pauline a dit. Et donc oui, la question me semble un peu même rhétorique, si des gens encore s'opposent au niveau des politiques publiques ou dans les entreprises au fait qu'il y a un changement climatique et surtout qui refusent les implications que ça a. Je pense qu'il y a un glissement progressif en ce moment. On partait d'un climato-négationnisme il y a quelques dizaines d'années qui était encore patent, qu'on entend encore, notamment dans la bouche de certains chefs d'État qui paraissent très caricaturaux pour certains d'entre nous, que ce soit le président Trump il y a quelques années, très récemment le président argentin élu, ou d'autres chefs d'État. Mais aujourd'hui, on va vers quelque chose qui me semble plus pernicieux, où finalement on ne nie plus le changement climatique ouvertement, ou moins, ou en tout cas on utilise d'autres mots. Mais ce qui est nié, c'est ce que ça implique en fait d'avoir une vraie transition écologique. Et c'est ce qui est notamment appelé dans certains travaux de recherche le refus des implications. Et ça, des fois, ça prend plusieurs formes. C'est le refus des fois de la gravité de la situation. C'est dire oui, il y a un changement climatique, mais c'est pas si grave que ça, ou on va s'en accommoder. Et on pourra discuter de quelles sont les stratégies des fois pour s'en accommoder qui sont discutables. Mais on peut aussi avoir des discours qui commencent même à remettre en question finalement les savoirs scientifiques. Malheureusement, on a eu un exemple assez récent à Toulouse avec des déclarations du maire de Toulouse qui étaient assez problématiques sur mettre en opposition finalement des opinions et des savoirs scientifiques, enfin mettre sur le même niveau des opinions et des savoirs scientifiques éphémères. Et donc, c'est un élément de langage, mais je trouve qu'il s'inscrit dans une dynamique où on ne s'accommode pas réellement avec le changement climatique, on ne prend pas la mesure de la gravité de la situation, et soit on ne fait rien finalement, ou soit on prétend faire quelque chose alors que rien n'est réellement fait, ou ce sont des mesurettes à la marge, ou alors qu'en fait on n'interroge pas vraiment le système qui nous a conduits ici. Merci. François Chollet, je ne vous demande pas si vous êtes d'accord, mais peut-être que vous êtes d'accord quand même. Non, je pense qu'on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je pense que les choses sont quand même en train de changer. Qu'on le veuille ou non, le climato-scepticisme recule, ne serait-ce que par un principe de réalité et par le vécu des 2 derniers étés qui nous ont assaillis, ici en particulier. Donc je pense que les choses reculent, je pense que la prise de conscience progresse. Elle progresse chez le citoyen, elle progresse dans les entreprises, elle progresse très clairement dans le monde politique. Moi, j'en suis convaincu, j'en suis le témoin. Je pense qu'il y a malgré tout, effectivement, probablement des résistances et une inquiétude sur les changements. Si on estime qu'effectivement, cette transition écologique est amenée à nous pousser à changer nos comportements. Je pense qu'il y a effectivement une inquiétude quant à ces changements de comportement et quant à l'opportunité de les faire, ça c'est sûr. Ceci dit, moi j'ai plutôt une vision, si je regarde les politiques publiques, alors on peut les critiquer et dire qu'effectivement rien n'est fait, moi je ne pense pas du tout. Je pense que beaucoup de décisions sont prises dans le sens de la transition énergétique, de la transition écologique, et qu'on voit quand même assez nettement se profiler des mesures, des politiques publiques qui sont en grand changement. J'en veux pour terme aussi cette prise de position du gouvernement et du ministre de la Transition écologique sur cette nécessité de planification écologique, ce qui veut dire qu'on n'est plus tellement dans le sens au moment de la discussion des incantations, on est dans le sens au moment de l'action. Quand on dit planification, ça veut dire qu'on est en train d'agir. Rémi Roux, je vous pose la même question, mais peut-être centrée davantage sur le monde des entreprises. Oui, je pense qu'on n'a jamais autant parlé, communiqué sur la transition écologique, donc ça c'est bien. Après, dans les actes, on est vachement loin de ce qu'on devrait faire. Nous, les entreprises, on va devoir aller beaucoup plus loin et on aurait dû démarrer il y a longtemps. Les politiques, c'est pareil, il y a beaucoup de communication, mais des vrais actes importants qui seraient vraiment transformants pour notre société, ils ne sont pas faits. Et pourquoi, à mon avis, c'est des questions d'échéance. Les échéances électorales, c'est court terme. C'est un petit peu comme le profit avec les entreprises, c'est du court terme. Or, l'écologie, la transition écologique, c'est pour du long terme.
Et je crois que vous avez déjà vu un banquier qui vous dit vous avez un super placement, ça va rapporter beaucoup dans 50 ans. Et non, ça on n'a pas. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas du tout, au niveau de ce qu'on devrait être nous tous, la population. Et la population française, je crois qu'il y a 50% des gens qui sont soit climato-sceptiques, soit qui disent ils vont trouver, enfin qui sont pas prêts à commencer à avancer, à faire des efforts que nous devrons tous faire un jour, contraints ou volontairement, si on le démarre maintenant. Alors ce sujet-là, c'est un sujet quand même assez conflictuel. En France, régulièrement, on va avoir des manifestations sur tout ce qui relève du social, mais aussi quand ça relève du climat, ça engage, ça entraîne beaucoup de personnes dans les rues, parfois d'autres manifestations. Est-ce que, dans quelle mesure vous ressentez la conflictualité? Je commence par vous, François Chollet. Est-ce que c'est vos sujets politiques? Est-ce que chaque fois que vous ouvrez un dossier, vous en fermez, ça crée du conflit? Non, je pense qu'il y a eu la nécessité d'un débat contradictoire. Je ne sais pas si la terminologie, ce que vous entendez par conflictualité, mais je pense qu'il y a vraiment la nécessité d'un débat contradictoire sur les sujets qui touchent à l'écologie en particulier. Ce débat contradictoire, il doit pouvoir se dérouler clairement en toute sérénité. Ce que vous avez... Quelle forme dans quelle mesure on prend en compte, parce que c'est bien beau de parler, mais en social, on parle avec des syndicats et après on signe ou pas des accords. Mais sur le sujet du climat, comment on peut faire? Donc ce débat doit pouvoir clairement se dérouler. Après, nous sommes dans un État qui est démocratique, avec des processus démocratiques, et la France a fait le choix d'une démocratie représentative, et les élus ont des responsabilités à prendre. C'était très clair sur la table ronde de ce matin sur l'énergie, où on voit très bien que l'on va avoir dans les années qui viennent, dès maintenant d'ailleurs, des choix à faire, des choix qui seront de nature politique. Donc oui, il y a une responsabilité politique dans le choix qui est assumée par des personnes et des groupes de personnes qui ont la légitimité que leur donne le suffrage universel. Dans le monde des entreprises, alors vous, votre entreprise, elle est un petit peu particulière. Vous êtes des patrons militants, vous avez des salariés militants, j'imagine. C'est pas très conflictuel chez vous? Oui, nous, on est une SCOP, effectivement, et on travaille dans les produits bio, le commerce équitable, donc la transition écologique qui doit aussi forcément s'accompagner d'une transition sociale. Voilà. Après, le conflit, on voit bien au niveau des entreprises. Quand une entreprise, quand les salariés demandent, je sais pas, une augmentation, un truc comme ça, puis le patron n'entend pas, au bout d'un moment, ils font grève. Ils ne trouvent pas d'autres moyens. Aujourd'hui, on est quand même sur du conflit des manifestations qui sont pacifistes. Je veux dire, les écolos, ils sont pacifistes. Vous n'avez pas vu un écolo arriver et défourailler et tuer quelqu'un? Non, ils vont essayer de bloquer une assemblée générale d'une grande société ou un truc comme ça. C'est quand même très pacifiste. Je dis ça par rapport à certains mots qui sont employés comme de l'éco-terrorisme. Enfin, terrorisme, c'est quelqu'un qui tue des innocents. Je crois que notre inaction aujourd'hui, elle va amener à tuer beaucoup d'innocents. Donc, ils sont où les terroristes? Voilà. Je dis ça au passage. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans quand même la plupart des actions, c'est pacifiste, c'est pour essayer de faire avancer les choses. Et voilà. Donc, comme vous dites, c'est du débat. Mais moi, ce que je crains, c'est que les générations d'après, voyant que la génération d'aujourd'hui, elle fait plein de trucs militantes, et que quand même, il n'y a pas une grosse écoute, ou il y a une écoute, mais il n'y a pas d'action de fait. J'ai peur qu'à un moment, on arrive sur une génération où il soit plus dur et plus violent. Voilà. Mais aujourd'hui, en vrai, dans ce qu'on voit, je trouve qu'il n'y a pas de violence, et c'est mieux comme ça. Mais voilà. Pauline, vous êtes une représentante de Greenpeace, une association plus que connue et reconnue. Lorsque vous participez au débat, est-ce que vous avez table ouverte ou vous êtes obligé de porter le contradictoire autrement que par des réunions? Alors, justement, moi j'ai participé, on parle d'énergie, j'ai participé au débat sur la relance du programme nucléaire et la construction de 2 EPR2 à Penly. Ce débat, il y a eu 2 débats. Ce débat-là, d'octobre à février de cette année, octobre l'année dernière jusqu'à février de cette année, et avec un autre débat sur les systèmes énergétiques de demain, qui a duré 3 mois.
Ces deux débats, ils ont été largement invisibilisés et le débat sur la relance du nucléaire a été complètement piétiné par le gouvernement puisque avant même qu'il soit lancé, Emmanuel Macron avait fait les annonces de la relance du nucléaire en France et pendant le débat, il y a la loi d'accélération sur le nucléaire qui a été déposée. Donc Greenpeace, au début, a participé au débat, comme d'autres organisations, et nous, on a quitté le débat au moment où la loi sur l'accélération du nucléaire a été déposée, parce que c'est un signal de toute façon, c'est fait, de toute façon, on s'en moque de ce que le débat va dire, puisque nous, on a décidé seul ce qu'on allait faire. Et donc, il y a vraiment un problème justement d'accessibilité aux citoyens, à la participation, à l'élaboration de notre futur énergétique. Et ça, du coup, c'est sur la partie énergie, mais il y a beaucoup plus de débats à avoir pour savoir, pour faire les choix de société. Parce que même au niveau de l'énergie, ce n'est pas juste un choix technologique, c'est vraiment un choix de société qu'on a à faire. Et donc, les citoyens et citoyennes ne sont pas largement associés à ça. Et donc, effectivement, on est obligé d'aller plus loin et de faire des actions comme le fait le mouvement climat en ce moment, enfin depuis des années, parce que soit les voies légales ne suffisent pas, soit les débats sont mal menés. Et ça, c'est... on est dans une dynamique aujourd'hui on ne remet plus en question le dérèglement climatique, hein, le climato-scepticisme c'est à la marge, mais par contre la question c'est est-ce qu'on va utiliser les bonnes solutions, les bons ingrédients pour faire émerger une société soutenable et qui est désirable et où on préserve au maximum les conditions de vie. Mais ça suppose de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ce n'est pas quel type d'énergie on va utiliser, c'est de quelle énergie on a besoin, pourquoi faire, et comment est-ce qu'on fait pour réduire massivement nos consommations de ressources naturelles, notre consommation d'énergie, et ensuite voir ce qu'on en fait. Et donc, le nucléaire, par exemple, c'est une erreur que le gouvernement brandit en utilisant la carte climat, alors qu'il y a des mesures qui permettent beaucoup plus rapidement de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre très rapidement. Donc ça, c'est un exemple de mesure qui est brandie pour éviter de se poser les questions qui sont comment est-ce qu'on change nos modes de vie, parce qu'évidemment c'est plus complexe et ça fait pas plaisir à tout le monde, notamment quand on a des lobbies très actifs auprès du gouvernement. Sylvain, j'imagine que vous êtes sur ce point-là d'accord avec Pauline, mais où se fixe, quelles limites on peut se fixer quant aux actions, jusqu'où on doit aller? Vous êtes prêt à aller pour porter ce mouvement climat? Alors je voudrais juste reprendre des petits éléments sur la conflictualité qui a été évoquée, parce que ça me semble être un mot important. Et juste pour dire que je pense qu'il y a une conflictualité qui est là, qui est un peu partout et à 3 niveaux au moins. La première, qui est peut-être la plus répandue, c'est la conflictualité qu'on a en ce moment entre finalement comment fonctionne le système planétaire et comment, lorsqu'il est perturbé, il réagit, et comment fonctionnent les sociétés humaines. Il y a vraiment une conflictualité évidente, c'est incompatible, et le problème, c'est que contrairement à une société, on ne peut pas négocier avec le système climatique. Donc c'est l'activiste le plus puissant, on pourrait dire. La deuxième conflictualité que je vois, c'est qui est de plus en plus visible finalement, c'est la rentrée en collision finalement entre ce que dit la science, par rapport à ce système climatique planétaire, par rapport à la biodiversité, et ce qui est compatible avec le mode de société actuel qu'on a, le capitalisme industriel principalement. Il y a une conflictualité évidente et ça se cristallise dans notamment des prises de position de plus en plus visibles de scientifiques, notamment, et pas seulement en tant que citoyens, sur des questions qui deviennent des questions sociétales. Et la troisième conflictualité, oui, c'est celle entre les différentes opinions qu'on a, les différentes idéaux, valeurs qu'on a et selon lesquelles on pense qu'une société devrait se développer. Et donc oui, cette conflictualité, elle est là, et je pense que ça va au-delà du débat contradictoire. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a les gens ont peur, en fait, tout simplement, ne se retrouvent pas dans beaucoup de choses. Et il y a vraiment la question c'est dans le titre d'ailleurs, de l'habitabilité de la planète qui se pose.
Et les gens font de plus en plus le lien, ils ont raison, entre le décalage qu'ils voient entre leurs idéaux de vie et ce qui se fait au quotidien. Et c'est une conflictualité inévitable. Et donc, pour revenir sur la question de jusqu'où aller, je serais bien en peine de vous dire jusqu'où il faudra aller. Moi, je n'ai pas de leçon à donner sur jusqu'où il faudra aller. Rémi Roux a rappelé que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, dans les débats citoyens en faveur de la cause écologique et climatique, ça reste quand même très soft. Les violences, il y en a, parce que c'est souvent le mot qui est brandi et on demande de condamner ou pas, s'en tiennent au bien. Et c'est quand même très différent de s'en prendre aux biens que de s'en prendre aux personnes. Et c'est vrai qu'il y a des discours qui sont très discutables sur vraiment qui qualifient ce qu'en font les gens. Voilà, donc lorsqu'on pose la question de jusqu'où il faut aller, je pense qu'il faut préciser où est-ce qu'on en est actuellement. Et on en est à un niveau assez bas de conflictualité acharnée, on va dire. Donc je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion. On pratique les actions de désobéissance civile non violente. Une ligne rouge qu'on se fixe, c'est pas de violence aux personnes, très peu de violence aux biens. C'est la désobéissance civile non violente. Mais voilà, c'est comme ça qu'on agit. On porte des messages en même temps. On essaye d'avoir aussi des actions de proximité en discutant avec les gens sur la base de faits scientifiques. Mais je ne sais pas, en fait, selon comment le climat évoluera, le climat politique et le climat de la Terre aussi, et la réponse en fait du pouvoir. Le niveau de violence est en grande partie fixé par les institutions dans la manière dont elles réagissent aux actions. Et aujourd'hui, on a un niveau de violence au niveau de l'État qui est quand même très élevé. Et je pense que ça tire vers le haut des niveaux de contestation et des modes d'action qui peuvent être plus violents. Donc je serais bien en peine de savoir jusqu'où ça peut aller. Mais donc la limite est assez floue. Et quand vous dites, pour l'instant, la limite, c'est les biens versus les personnes, les biens appartiennent à des personnes. Tout de même. Non, c'est pas la même chose, c'est vrai, mais en fait, je ne veux pas. Ça a des conséquences sur les personnes qui possèdent ces biens, qui parfois se sont endettées, se sont sacrifiées pour les obtenir. Oui, mais encore une fois, on peut pas. En fait, toutes les avancées sociales qu'on a aujourd'hui sont passées par une période de conflictualité parfois violente. Je sais pas, par exemple, le droit de vote des femmes en Angleterre, c'est les suffragettes qui l'ont beaucoup poussé. Les suffragettes, elles ne faisaient pas que des actions de désobéissance civile non violente, elles ont mis des bombes dans des églises. Et pour autant, c'est en partie grâce à ça aujourd'hui qu'on a le droit de vote. De là à dire qu'il faut faire ça, c'est pas ce que je dis. Mais la question se pose, en fait, au final, c'est focaliser le débat seulement sur savoir à quel niveau de violence il y a eu de la part des actions est une erreur et en fait rend le débat assez partial. Ce qu'il faut se demander, c'est quel est le contexte social dans lequel on est et quel est le niveau de violence exercé aussi par le pouvoir. Alors, François Chollet, vous représentez le pouvoir, mais vous êtes au pouvoir parce que vous avez été élu. Votre calendrier, celui d'élus politiques, dans quelle mesure la pression que vous pouvez même avoir des personnes qui vous ont élu est-elle compatible avec la portée d'actions qui peuvent améliorer ou faire en sorte qu'on transite pour protéger un peu plus notre planète? Est-ce que vous ne vous sentez pas en décalage entre votre mission politique, votre devoir politique et ce que on attend de vous au quotidien? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je condamne très fermement toutes les violences, qu'il s'agisse de biens ou de personnes. Et je serai clair là-dessus, du début jusqu'à la fin, je condamne très clairement ces violences. Alors ensuite, la question que vous posez, c'est une question qui est celle de la participation citoyenne et de l'association citoyenne à la décision. Et ça, je ne vais pas me placer au niveau de l'État, si vous voulez, mais au niveau de ce qui est ma responsabilité de vice-président de Toulouse Métropole. C'est clair que mon boulot, c'est d'essayer de décliner des politiques publiques à l'échelon local, dans un contexte local, c'est-à-dire avec des personnes, avec une réalité. Et là où je peux être d'accord, c'est qu'il est vrai que ces décisions-là ont besoin d'être accompagnées et il y a le besoin de concertation, le besoin est un besoin nécessaire et il faut y accéder quelque part. Il faut trouver le moyen d'y accéder.
J'ai plein d'exemples, plusieurs exemples en tête, hein, que ce soit les politiques de végétalisation que nous avons, où nous essayons d'associer les citoyens, les politiques cyclables, qui est une vraie question ici à Toulouse aujourd'hui, avec le développement que l'on voit, où il y a effectivement la nécessité d'associer le citoyen. Et c'est pertinent d'associer le citoyen dans la mesure où, en plus, le citoyen ramène des idées. J'ai 10 exemples en matière de politique vélo où cette interaction est une interaction de bonne qualité. Mais à partir d'un moment où la concertation a été faite, il faut qu'il y ait une décision. Cette décision, c'est illusoire de penser qu'elle va satisfaire tout le monde. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une capacité décisionnelle. C'est pareil dans beaucoup d'institutions, mais il faut qu'il y ait une capacité décisionnelle. Et ça, il faut l'assumer. Et ça, c'est mon rôle, c'est notre rôle, et le rôle de mes collègues, avec la légitimité du suffrage universel, de l'assumer. Les décisions qui sont prises par les politiques sont des décisions qui ne peuvent pas être nécessairement populaires, et c'est même le courage politique de savoir prendre des décisions qui parfois ne le sont pas, mais qui vont dans le sens du bien public. Rémi Roux, on entend souvent dire, on a entendu le président Macron le dire il y a quelques années à New York devant l'Assemblée des Nations Unies, des ministres le répètent, la solution passerait par la finance, imposer à la finance aux banques des contraintes qui permettraient de changer notre économie. Pour vous qui êtes chef d'entreprise, est-ce que la solution passe en effet par des critères de financement, des critères restrictifs? Alors, moi, je pense, la problématique, c'est que notre monde est donc organisé quand même sur la comptabilité. La comptabilité ne mesure que l'argent. Et aujourd'hui, notre système capitaliste, la clé, le but, c'est le profit. Et donc, pour obtenir du profit, il faut de la croissance, tout ça. Donc, tout est axé là-dessus. Et je crois que une des grandes solutions pour réussir à prendre en compte des choses très très importantes, sociales et environnementales, mais qui ne sont pas rentables à court terme, donc qui ne sont pas pris en compte, ce serait d'arriver à modifier le système de la comptabilité. Il y a un projet qui s'appelle la comptabilité universelle et qui permettrait... Il y a un projet aussi au niveau européen en discussion. Oui. Enfin, nous, on avait parlé avec le mouvement des entrepreneurs sociaux déjà il y a 15 ans. Et il faudrait pouvoir chiffrer avec de l'argent dans les comptes des entreprises, dans les comptes publics, il faudrait chiffrer les impacts socio-écologiques. Et à ce moment-là, une entreprise qui va faire des gros profits en faisant un truc pourri pour la société, pour la population, pour le machin, en délocalisant tout ça, qu'elle se retrouve avec des grosses pertes parce que à ce moment-là, ce serait pris en compte. Et à ce moment-là, ces financiers qui investissent dans des entreprises, etc., avec comme but de faire du profit, ils en feraient moins. Voilà, donc je pense que c'est effectivement une des clés. Ouais. Mais ils feraient du profit. Hein ? En fait, l'idée, c'est quand même de continuer à faire du profit. Le système, il est comme ça aujourd'hui. Et après, on n'a pas... Non, mais ce que vous dites, c'est qu'il faudrait faire un peu moins de profit. Pas annuler le profit. Comme sinon, comment vous financez Le mieux, ce serait que le profit ne soit plus le but. Nous, c'est pour ça qu'on a créé une SCOP il y a 20 ans. C'est parce que nous, notre but, c'est de développer du commerce équitable en France. Le profit, c'est un moyen. Voilà. Et le problème majeur, c'est qu'on a aujourd'hui des entreprises qui parfois appartiennent à des financiers qui n'y travaillent même pas. Et eux, leur but, c'est pas de faire un bel objet, c'est de gagner beaucoup d'argent avec l'argent qu'ils ont mis. Donc, tant que le système est comme ça basé sur le profit, il faudrait qu'il y ait des actions qui soient néfastes pour le climat ou néfastes socialement, qui fassent diminuer le profit. Voilà, c'est mon avis. Qui dit moins de profit, dit moins d'impôts. Du coup, on tourne un peu en rond, non ? On a quand même besoin... Pas forcément, il faut faire moins de profit, moins d'impôts, oui. Enfin... généralement, c'est proportionnel, à moins qu'on change la règle, mais... Proportionnellement, les gens les plus riches payent moins d'impôts que la classe moyenne. Oui, donc en fait, on changerait le système de taxation, on rentrerait... Oui. Donc vous demandez beaucoup de changements. C'est une vraie remise en question du système, et en même temps, notre système, vous voyez bien, il nous amène dans un mur que les plus grands scientifiques de la planète nous montrent, nous décrivent, et le système nous pousse à continuer. Donc il y a un moment où il faut changer quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a essayé de faire autrement, de créer une boîte qui n'appartient pas à des investisseurs financiers, qui n'est pas délocalisable, qui
où on achète plus cher les matières premières au lieu d'acheter moins cher, etc. Voilà, il faut faire autrement. Et vous avez des consommateurs qui acceptent d'acheter plus cher. Eh bien, oui, aujourd'hui, malgré oui. une petite baisse, on continue à vendre nos produits, oui, malgré la crise actuellement. Ouais. Il y a des consommateurs intelligents. Est-ce que individuellement, vous vous sentez pas un peu isolé, chacun d'entre vous? Est-ce que vous êtes... est-ce que finalement, c'est pas un sujet qui se règle pas au niveau... qui ne devrait pas se discuter au niveau mondial? Est-ce que l'échelle dont on parle, là, la France, la métropole, elle n'est pas trop petite et même elle biaise peut-être vos opinions ou nos décisions? Puisqu'on peut être vertueux à Toulouse, en France, et si nos amis chinois et nos amis indiens ne le sont pas, c'est fichu. Comment on fait, Pauline? Je ne sais pas d'ailleurs si vous discutez avec des organisations en Asie et dans d'autres pays. Tout à fait, bien sûr. Il y a des activistes dans le monde entier, des ONG dans le monde entier qui sont expertes de différents sujets, qui agissent pour pousser les élus, les gouvernements à prendre leurs responsabilités. Mais je veux dire, avant de pointer du doigt les autres pays, la France aujourd'hui n'est pas sur une trajectoire de 1,5 degré, donc la trajectoire la plus ambitieuse de l'accord de Paris, celle qui permettra de préserver le plus d'espaces vivables sur Terre. Donc peut-être déjà balayer devant notre porte avant d'aller de pointer les autres du doigt. Aujourd'hui, en France, on pourrait, parce qu'on parle de finances, on pourrait taxer les entreprises les plus polluantes. On pourrait mettre en place un ISF climatique. On en a parlé plusieurs fois dans le débat public. Aujourd'hui, on pourrait aussi réguler les investissements des banques qui investissent massivement encore dans les énergies fossiles. Il y a une partie des caisses de retraite, des fois, qui financent aussi des énergies fossiles. Donc il y a énormément de leviers d'action qui auraient des impacts massifs du côté du financement. Et ça, c'est une décision que le gouvernement d'Emmanuel Macron pourrait prendre. Donc on a largement de quoi faire avant de s'occuper des autres. Et j'ajouterais qu'il y a une solidarité qui est très développée au niveau de, par exemple, si je prends le projet EACOP, le projet de Total, donc construire un pipeline chauffé géant en Tanzanie et en Ouganda. C'est une véritable bombe climatique si ce projet voit le jour, et c'est complètement hors du temps, quoi. Enfin, ça va à l'inverse de ce que les scientifiques nous demandent, de ne plus construire de projets d'extraction d'énergie fossile. Et il y a une mobilisation d'activistes partout dans le monde pour demander aux banques de ne pas investir dans ces projets. Et là, il y a plus de 20 banques qui ont refusé de financer ce projet, aux assurances de ne pas l'assurer, parce que c'est complètement à rebours de l'histoire. Donc il y a une solidarité internationale entre les populations du Sud qui vont être en premier impactées par ce projet, et puis nous aussi, parce que de toute façon, on vit sur la même planète, et les accumulations d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est tout le monde à la fin qui, de toute façon, en subira les conséquences. François Chollet, vous, à votre niveau, vous sentez un petit peu isolé? Non, je ne me sens pas du tout isolé. Simplement, je voulais revenir sur ce que vous évoquiez, c'est la question de l'échelle et le risque que la prise de conscience des échelles peut nous faire vivre. Cette métropole produit 3 millions de tonnes de gaz carbonique chaque année. Quantitativement, c'est ça. La France en produit 408. Donc nous sommes tout petits par rapport à ce que fait la France. Vous pourriez faire ce que dit Pauline, dire je lui demande des efforts à Marseille et à Lyon, et moi je fais rien. Exactement. Et donc le risque, lorsqu'on prend conscience de l'échelle, c'est de se démobiliser. Et notre rôle, c'est de rester mobilisé. De la même manière, il y a actuellement le tiers des pays au monde qui réduisent leur production de gaz carbonique. Ça veut dire qu'il y a les 2 tiers qui ne le font pas encore. Donc cette notion d'échelle peut être décourageante. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est ce qui doit nous motiver pour avancer. C'est parce que l'exemple sera donné, parce que nous investirons dans des politiques publiques qui soutiendront justement cette transition-là,
que les choses évolueront et parce qu'il va falloir convaincre. Et c'est un peu ce que vous disiez, il faut effectivement arriver à convaincre, il faut arriver à peser sur les lobbies pour aller dans ce sens-là. Vous, Oui. à votre niveau, est-ce que je rebondis sur il faut convaincre comment, je ne sais pas, dans quelle mesure vous êtes sollicité par d'autres chefs d'entreprise? Comment vous pouvez faire pour les embarquer, pour continuer à leur dire il est possible de gagner de l'argent autrement? Quelles sont leurs difficultés? Parce que on va pas jouer au naïf dans cette pièce. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Alors, ce qui se passe, moi je suis dans le mouvement des scopes. Donc déjà, nous sommes des entreprises, je rappelle, qui n'appartenons pas à des financiers. Donc après, on peut imaginer investir sur le long terme en disant, le but c'est la pérennité de notre entreprise. Et si on ne fait pas des virages maintenant, dans 10 ans, on n'existera plus. Je pense qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui ne font pas ce qu'il faut. Et donc voilà, moi du coup, moi je suis vice-président du mouvement des scopes au niveau national. Il y a 4000 scopes. Mon but, c'est d'essayer de les convaincre. Et c'est pas facile parce qu'il y a des scopes dans tous les métiers. Et il y a des gens en ce moment, leur priorité, c'est la crise. Il faut équilibrer les comptes. J'ai pas le temps de faire mon bilan de carbone. J'ai pas le temps. Or, il faut réussir à convaincre Moi, ce qu'on leur propose dans l'entreprise, c'est d'abord sensibiliser les gens. Il y a des super trucs qui s'appellent la fresque du climat. Déjà, et quand on emmène tous les salariés d'une boîte dans une formation fresque du climat où ils se rendent compte des vrais chiffres du GIEC, tout ça, après on lève beaucoup de barrières au changement. Ensuite, il faut faire un état des lieux, un bilan carbone, puis après, il faut chacun dans son métier prendre des décisions, c'est ça. Et simplement, par rapport à votre question d'avant, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, etc., chacun, de toute façon, il faut absolument qu'on le fasse à tout niveau. Nous, en tant que citoyens, avec des actions, avec aussi, il y a un truc qui s'appelle le droit de vote. Je veux dire, il y a la moitié des gens qui votent pas en France, je suis sûr dans cette moitié des gens, il y en a pas mal qui aimeraient bien que nos dirigeants aillent plus vers une planète de demain. Eh ben, il faut qu'ils aillent voter, quoi. Voilà. Et ensuite, je rappelle un petit truc, l'exemplarité. Alors, les trucs toujours dire, mais nous, on représente peu par rapport à, etc. En 1789, le modèle, c'était quoi? C'était les royautés partout. Dans le monde, il y avait des royautés. Et puis, il y a un pays qui a fait un truc différent, la Révolution. En 1789, c'était la France. Aujourd'hui, il y en a moins des royautés, ou alors elles sont... Enfin, c'est plus elles qui gouvernent. Donc, moi, je suis pour que nous, en France, on soit exemplaires et qu'on soit le premier pays à faire une vraie transition. Et puis, ça amènera de la réussite, ça amènera de la croissance pour le tourisme, par exemple. Les gens vont venir en France en vacances parce que ce sera un pays plus vert, etc. Et ça, peut-être que ça déclenchera pour d'autres pays qui ne le font pas pour le moment. Voilà. Sylvain, vous êtes scientifique. C'est un peu une profession presque désormais comme les journalistes. Vous êtes parfois décriés. Comment, moi, les personnes qui sont dans cette salle, je peux savoir si le scientifique qui me parle est en train de me dire une vérité, sa vérité? Comment je peux faire le tri dans tout ça? Quelle valeur je peux donner? Parce que c'est vrai que les scientifiques, comme les économistes qu'on entend parfois à la radio, disent tout et le contraire. Mais il y a des études qui disent tout et son contraire. Comment je peux savoir? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on entend un peu tout et son contraire forcément. En science, on a, voilà, dans la méthode scientifique, en tout cas, il y a tout un ensemble de méthodes, il y a tout un ensemble de principes en fait qui sont l'objectivité, la transparence sur ses valeurs et la rigueur. Mais ce qu'on n'a pas, c'est la neutralité, par exemple. La neutralité en science, je ne suis pas le seul à penser que c'est quelque chose qui est assez illusoire, dans le sens où une personne qui parle a toujours des valeurs, tant qu'elle est, et un scientifique ou une scientifique, c'est pareil, tant qu'elle est claire là-dessus, il n'y a pas de problème à être objectif et à être rigoureux dans ce qu'on dit. Donc oui, des scientifiques peuvent vous parler des fois strictement de leur sujet de recherche, comme par exemple des co-auteurs du GIEC, mais parfois ils font aussi un devoir de vulgarisation et d'information à partir d'une synthèse qu'ils ont fait, parce qu'on est formé en fait à faire aussi des synthèses et à recouper l'information et à la vérifier. Donc en ce sens-là, on se permet en fait d'exprimer des opinions
mais en étant aussi rigoureux que possible, que que ce qu'on dit en fait reflète un consensus scientifique et non pas peut-être un jugement de valeur qu'on a. Et malheureusement aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une impression que tout se vaut, que 10 tweets ont la même valeur qu'un rapport du GIEC. Et ça, c'est très problématique. Je pense que ce désintérêt ou cette perte de confiance qu'il y a parfois avec le message scientifique vient en partie du fait qu'on a une confusion des genres sur vraiment quel est le degré de rigueur et la profondeur d'un discours qui est scientifique. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puisque je passe beaucoup de temps à essayer de faire de la vulgarisation, à être impliqué dans des collectifs pour faire réfléchir mes collègues, mais aussi les citoyennes et citoyens, mais aussi pour faire de la formation. Tout à l'heure, on parlait de comment faire avancer les choses, et je pense que la formation notamment des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires, qui est quelque chose qui est en train de se mettre en place en France, sera quelque chose de vraiment important. Mais a priori, beaucoup de gens vont être secoués par ce qu'ils vont entendre. Parce que ce qu'on mesure actuellement, c'est qu'il y a vraiment un déficit de connaissances, notamment de la part de nos élus. Et ça, et des hauts fonctionnaires. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir qu'on n'est pas tous au même degré finalement de prise de conscience là-dessus, et qu'il y a vraiment un devoir d'éducation qui est là. François Chollet voulait peut-être répondre. Je ne sais pas, vous inscrire à la formation de Sylvain Pour être très honnête, je pense que cette question d'information est très exacte. Et effectivement, le président de la métropole a demandé à tous les élus de la métropole justement de faire la formation de 2 tonnes. C'est ce qui a été fait au cours des dernières années, qui est une formation que certains d'entre vous connaissent et qui permet effectivement d'avancer dans la connaissance. De la même manière, les fonctionnaires de la métropole, les fonctionnaires de la ville de Toulouse, les fonctionnaires des communes de la métropole participent à des formations et justement cet effort est tout à fait nécessaire. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ça fait partie de l'acculturation, ça fait partie, ça complète la prise de conscience, ça permet effectivement d'aplanir des difficultés, de mieux faire comprendre les choses. Pour revenir sur ce que vous disiez sur la parole scientifique, elle est fondamentale. La parole scientifique, elle est fondamentale parce qu'effectivement, elle permet de sortir, de rester en dehors des complotismes, de l'obscurantisme. La seule chose que je dirais, moi, c'est qu'elle doit être complète. Et elle doit être complète, elle ne peut pas être que technique. C'est-à-dire qu'elle doit impliquer les sciences dures, mais aussi ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, les sciences plus molles, qui nous permettent de dégager et de compléter la donnée scientifique technique et fondamentale d'une dimension humaine qui est absolument nécessaire dans l'exploitation du message scientifique. Alors vous en doutez, sur ce sujet, on a eu pas mal de questions. On commence avec vous, Philippe, qui est un habitué des questions. Oui, c'est bien vous, Philippe. Et on va prendre ensuite les autres qui nous ont été posées. Normalement, ça marche, allez-y. Ça marche. Moi, j'avais une question, surtout pour les personnes militantes, d'avoir leur analyse sur les mouvements des bonnets rouges et des gilets jaunes qui ont été... qui se sont lancés suite à des mesures qui auraient permis la réduction de la consommation des énergies fossiles en France. Juste, si je peux rebondir, je vais répondre à la question. Je vais répondre pour les gilets jaunes, parce que les bonnets rouges, je n'étais pas encore militante à l'époque, du coup je connais un peu moins la question. Mais au niveau des gilets jaunes, c'était parce que la taxe carbone qui a été décidée et mise en place par le gouvernement était complètement injuste socialement. Et donc, si on se met à prendre des mesures qui sont injustes socialement, ça ne tiendra pas. Donc c'est pour ça que l'impératif de justice sociale doit être la colonne vertébrale pour aller vers une transition écologique et sociale qui soit juste. Et nous, on a fait des actions avec les Gilets jaunes, on a eu beaucoup d'échanges sur les ronds-points, on a fait des actions ensemble, et ce qui montre que une partie du mouvement, en tout cas, qui était du coup très protéiforme, n'était pas du tout à la base contre des mesures qui permettent d'avancer dans la transition écologique, mais par contre, il fallait que l'effort soit réparti et soit juste pour tout le monde. Question
plus macro, mondial, les plus pauvres ne pourront pas financer la transition écologique. À quand un effort des plus fortunés? C'est pas une question. Personne n'est suffisamment riche pour répondre à cette question. Même le chef d'entreprise, il crut comprendre qu'il gagnait pas beaucoup. Non, mais c'est une question fondamentale quand même. Hein. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple que nous avons vécu ici très récemment à Toulouse, c'est la question de la ZFE, la zone à faible émission. La mise en place de cette ZFE, j'étais l'élu qui était chargé de la mettre en place sur le territoire. Magnifique projet, puisque ça permet, c'est un gain en perspective en matière de qualité de l'air qui est formidable. Donc, sauf que dans le déroulé des choses, on s'aperçoit qu'en incitant les gens à changer de mobilité et à changer de voiture, on met les gens en difficulté. Et qui c'est qu'on met en difficulté? Effectivement, ce sont les gens les plus modestes. Ce sont des gens qui ont ont besoin d'une voiture pour aller travailler, ont du mal à la changer et sont même dans l'incapacité de le faire. Donc cette dimension sociale de l'action écologique est absolument fondamentale. Je pense que ça fait partie, sinon il y aura des laissés pour compte, sinon il y aura des mécontentements, sinon on ne fera pas la ZFE et la santé en pâtira. Donc je pense qu'on est vraiment sur une thématique extrêmement forte. Donc ça veut dire qu'il faut venir en aide, ça veut dire qu'il faut être volontariste, il faut donner des primes, c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous faisons pour essayer de gommer ces différences et de faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux actions. L'urgence de court terme n'est-elle pas celle du développement des pays émergents, Chine, Inde, Brésil, la moitié de la population mondiale, et une conscience écologique faible ou nulle? Vous qui travaillez à l'international, Rémi. Mais l'urgence, elle est partout. Non, il y a des gens dans les pays du Sud, il y a des gens qui sont très... il y a plus de militants assassinés en Amérique latine sur l'écologie qu'on en a en Europe. Hein. Donc voilà, oui, l'urgence, elle est là, mais elle est partout. Elle n'est pas que là. Oui, bien sûr, il faut sensibiliser aux autres pays, mais il faut que nous, on le fasse. Et puis pour la question précédente, oui, il faut qu'au niveau de la COP, qui est en ce moment en cours au niveau mondial, les pays les plus riches commencent à payer plus et qu'au niveau de chacun des pays, il y a une taxation, une participation de ceux qui ont plus de moyens, beaucoup plus importante effectivement que les pauvres. Ce matin, il y avait un monsieur économiste qui ne jurait que par la taxe carbone, sous-entendu les comportements ne changent que par les prix. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai que d'un côté, les gens font ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'ils ont et les moyens qu'ils ont. Pour autant, tout passer par les taxes de manière indiscriminée est très dangereux. Donc c'est de manière un peu connexe, ça a été illustré avec la ZFE, qui finalement est une taxe à l'amende qui peut toucher les moins fortunés, notamment parce que le nombre de voitures par ménage est plus élevé en pourcentage dans les ménages les moins fortunés que dans les ménages plus aisés. Donc je pense que seulement passer par les prix au niveau du consommateur ou de la consommatrice est un gros problème. Finalement, c'est la double peine. Par contre, là où la taxe peut être très intéressante, c'est au niveau des profits. Tout à l'heure, effectivement, on parlait des inégalités de revenus et que les plus riches devaient peut-être contribuer. Oui, d'autant plus que au niveau des émissions de gaz à effet de serre, de carbone, c'est documenté depuis longtemps qu'on a une pyramide très concentrée au niveau des ménages les plus riches. L'empreinte carbone des 10% les plus riches en France, c'est 25 tonnes à peu près de CO2 par an, alors que le français moyen, qui n'existe pas on va dire, mais c'est 10 tonnes. Donc voilà, on a vraiment une grosse différence qui justifie que certains doivent contribuer plus et que les taxes devraient se focaliser, je pense, sur ceux qui ont plus de latitude pour les régler. L'ADEME a lancé une communication des vendeurs. C'est un exemple d'une décision politique afin de sensibiliser et de provoquer un changement de consommation et de commercialisation. C'est Patrice Salvan qui... Alors, est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce que c'est une... Elle est super cette pub. C'est vrai que ça a étonné tout le monde. J'ai trouvé ça génial. Et j'aimerais bien qu'on fasse autre chose que juste investir dans la communication. Après, il faut passer l'étape. On en a parlé depuis tout à l'heure. Peut-être rappeler ce que c'est. C'est quoi cette campagne? Rappelez ce que c'est. La campagne, c'était une campagne donc financée par l'ADEME, qui est une structure de l'État et qui conseillait donc aux consommateurs de ne pas acheter pendant le Black Friday, mais de recycler ou de se contenter de ce que nous avions dans nos placards. De réfléchir avant d'acheter, ce qui fait partie des principes, effectivement. Voilà. C'est intéressant, chacun a sa présentation.
On voit un petit peu les n'a pas vu la mais même. ok. Je me suis retenue dans la présentation. On a 1 minute pour parler des questions politiques. Vous parlez de décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Quels sont les critères qui permettent de décider? Ne devrait-il pas être l'intérêt planétaire écologique plutôt qu'électoraliste? Et une question peut-être qui est un corollaire. Ne pensez-vous pas que la légitimité apportée par les élections ne représente plus une légitimité suffisante aujourd'hui? Comment sortir du système électoral actuel? Est-ce qu'on peut parler de référendum? Alors, qui veut s'en emparer? Là, il y a beaucoup de choses. Là. Pauline, on ne vous a pas entendu. Alors, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où les lois ne sont pas adaptées au contexte actuel d'urgence climatique, d'effondrement de la biodiversité. Et donc, on doit aller plus loin on doit changer ces lois d'une manière très rapide, mais le système ne va pas assez rapidement pour être à la hauteur. Et donc, Et ça rejoint la question là sur la taxe carbone. En fait, on a besoin de changer structurellement nos sociétés, c'est-à-dire ne plus être dépendant de sa voiture. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens ne soient plus dépendants de leur voiture individuelle? Parce qu'il faut qu'on passe outre les voitures individuelles. Si on dit qu'on va remplacer tout le parc de voitures thermiques par des voitures électriques, on ne va pas dans le bon sens, parce que ça utilise beaucoup trop de ressources naturelles. Donc c'est comment est-ce qu'on change nos modalités de transport? Quand on prend une décision de faire une autoroute entre Castres et Toulouse, alors qu'on doit réduire le nombre de voitures sur les routes et qu'on pourrait avoir une alternative en train ou changer l'organisation du travail, etc. En fait, on se trompe de modalité de réflexion. Et donc, comment on fait pour aller plus vite? On s'abstrait du cadre démocratique et législatif actuel? On fait une révolution qu'on appelle peut-être secrètement de ses voeux Rémi Roux? Et quand même, je crois que le système démocratique, c'est le moins pire des systèmes. Alors effectivement, il y a toujours dans les gens, dans une décision de prise, il n'y a pas 100% des gens qui adhèrent. Donc voilà, il faut l'utiliser. Est-ce que ce système va assez vite dans la prise de décision législative pour suivre ce que vous dites? Je reformule. Finalement, que le réchauffement climatique n'attend pas et qu'on est gêné aux entournures, on ne peut pas agir suffisamment vite. Ça veut dire qu'on s'affranchit quand même de quelque chose d'important là. Oui, on s'affranchit de quelque chose de très très important et tout à l'heure a été mentionné la Convention citoyenne pour le climat qui ont fait un travail remarquable. Hier, encore hier aujourd'hui, j'étais à une COP alternative qui se passe à Bordeaux ces jours-ci, qu'on a organisée avec d'autres associations. On avait le témoignage de M. Sanchez qui était dans la dans la Convention citoyenne pour le climat et le travail qu'ils ont accompli était énorme, qui se projetait sur un horizon de 20 à 25 ans avec 149 mesures finalement retenues et on avait un mode de processus d'élection aléatoire, des gens qui se sont formés, qui ont proposé des choses et c'était un format très très intéressant. Et je pense que dans ce genre de format, on peut avoir des décisions qui vont assez vite et qui embarquent pas mal de monde et des réflexions citoyennes. Malheureusement, le contrat a été rompu ensuite puisque ça n'a pas été retenu, sauf que quand même ça a fait des émules à des niveaux plus municipaux et peut-être pas régionaux encore mais départementaux qui sont très intéressants. Mais oui, ça ne va pas assez vite. Mais ce mode est un exemple pour réfléchir sur comment faire parce que ça marcherait peut-être. Pauline, très rapidement. Et du coup, on voit que s'il n'y a pas d'intérêt électoraliste, une formation et concertation qui n'a pas duré finalement si longtemps que ça, aboutit à des décisions qui sont cohérentes avec le contexte actuel d'urgence climatique, de crise environnementale et sociale. Merci à tous les quatre pour vos pistes de réflexion. On peut vous applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Je vous informe que Pauline, vous êtes en dédicace juste à côté. Et on se retrouve dans quelques instants autour d'un sujet très consensuel, le gluten. Mais que se passe-t-il dans nos assiettes? À tout de suite.